Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose un portrait d'avocat, plutôt d'avocate, puisqu'il s'agit de Rhéanne Auvert et Claire Bensasson. Ce sont deux consoeurs qui ont créé le cabinet NB Avocate à Évry. Le fil de la discussion nous a emmenés sur divers sujets. On a commencé par évoquer leur parcours, les valeurs qu'elles veulent nécessairement partager avec leurs clients, en passant par la place de la femme avocate, l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Tout ça dans la bonne humeur, en évoquant également le partage de leur quotidien d'avocates sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où vous pouvez les retrouver sur le compte NB Avocate. Je vous laisse avec cet épisode. Bonjour consoeur. Bonjour. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour vous présenter ? Oui, écoute, moi je suis Rhéanne Auvert, j'ai 32 ans, je suis avocate depuis 2014 et je suis à mon compte associée avec Claire Bensasson depuis 2018. Bonjour, moi je m'appelle Claire Bensasson, j'ai 31 ans. Comme Rhéanne, en fait, je suis avocate depuis 2014. On était en collab en même temps et ensemble on a commencé. Et on est partis, on s'est installés toutes les deux, on s'est associés, ça va faire bientôt 3 ans. Et donc du coup maintenant vous avez votre propre cabinet, toutes les deux. Tout à fait, on est associés, donc on travaillait à Paris avant, on était collaboratrices à Paris et notre premier souhait c'était de travailler à Paris et ensuite finalement on a vécu l'expérience et on s'est dit pourquoi pas s'installer directement près de chez nous dans le 91 à Évry plus exactement. Donc on peut vous retrouver notamment sur les réseaux puisque vous êtes aussi sur Instagram en recherchant NB Avocate. Tout à fait. C'est ça. C'est un parti pris déjà d'afficher que vous êtes avocate et de ne pas avoir créé une structure qui s'appellerait NB Avocat. Oui, parce que on trouvait que c'était plus joli à l'oreille. Et aussi parce qu'on est des filles en fait et que c'est pas qu'on est des féministes, on est avocates. Donc on préférait ce nom-là, quoi. Oui, moi sur ma carte pro, j'avais choisi avocate et pas avocat parce que j'avais le choix. Et le monsieur m'avait demandé, vous voulez être avocat ou avocate? J'avais dit avocate avec un E. C'est vrai que ça fait l'objet de... Moi je me souviens à l'école des avocats, c'était un grand débat, notamment pour la prestation de serment, d'exercer comme avocat ou avocate, mais c'était des débats sans fin. Ouais, moi ça me paraît normal de féminiser le truc. Oui. Ça va de soi en fait. Surtout qu'on féminise dans vachement de professions. On parle d'auteurs, on parle d'écrivaines. Enfin, il y a énormément de professions où on féminise, docteur, doctoresse, mairesse. Il y a plein de professions, donc il n'y a pas de raison. Et c'est pas pour autant, voilà, on peut très bien être une femme, être avocate ou tout autre métier. Ça n'a rien à voir. Oui. Moi, je partage bien votre avis là-dessus par rapport à vos clients, ça n'a jamais posé de soucis particuliers. Non, au moins ils savent, parce que parfois les clients ils aiment bien avoir un gros avocat bedonnant, poivre et sel de 45 ans. Là, ils savent qu'on est des femmes. Donc, moi, il n'y a pas cette déception chez certains un peu misogynes. Ils savent où ils mettent les pieds. Puis nous, on se défend pas mal aussi. Si on a un misogyne en face, on le prend même pas en fait. Non, c'est ça. Vous sélectionnez aussi vos clients comme ça, vous travaillez qu'avec des gens que vous appréciez? En fait, il faut que le client partage, faut qu'on partage les valeurs. Ça veut dire que, un exemple tout bête, on va pas défendre un raciste, par exemple. C'est vraiment la base de chez la base. On se voit pas défendre quelqu'un qui vraiment est à l'extrémité de nos valeurs. Vous voyez. Après, voilà, faut nuancer. Il y a pas de noir ou de blanc. Il y a des clients qui sont parfois irrespectueux. Si on les recadre, ça va. Mais si c'est vraiment perdu, peine perdue, ça sert à rien de se prendre la tête avec des gens avec qui on peut même pas s'entendre, avec qui on peut même pas avoir une base de confiance. Non, c'est ça. S'il n'y a pas la confiance, on perd du temps. Et franchement, c'est un travail où déjà, on dépense beaucoup d'énergie pour les autres. Si c'est pour se battre avec un client qui a des valeurs, des opinions qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont rien à faire en plus dans le dossier, qu'il aille voir ailleurs. Il y a plein d'avocats, je pense qu'on est suffisamment nombreux. Chacun trouve son compte, oui. Et ça permet d'avoir toute notre bonne humeur et tout notre temps pour les clients avec qui ça se passe bien, avec qui on a une super relation. Exactement.
Après, ça s'apprend au fur et à mesure parce que, par exemple, cette liberté de choix et de sélection, on l'avait pas quand on était collaboratrice, évidemment, hein, les clients nous étaient imposés. Là, aujourd'hui, c'est avec le temps qu'on apprend aussi à sélectionner. Au tout début, quand on s'est installé, on ne sélectionnait pas, on savait même pas qu'on pouvait sélectionner, en fait. Et au fur et à mesure, on a fait des erreurs et on a compris que, voilà, le client qui partage vraiment pas nos valeurs, on peut pas le défendre de manière optimale, en tout cas. Non, c'est ça. Au début, forcément, quand on se lance aussi, quand on lance un cabinet, on se dit, bon, il faut quand même qu'on ait des clients à un moment. Donc, on prend un peu les clients, même si on les aime pas trop au départ. Avec le temps, on est capable de se dire, je l'aime pas, j'aime pas sa façon de penser, j'aime pas sa façon de se comporter avec moi, parce qu'en général, mine de rien, quand ils partagent pas les mêmes valeurs, ils nous parlent mal, ils sont exigeants. On n'a pas ce temps-là, donc on est en mesure de dire, écoutez, il n'y a pas de souci, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on continuera pas ensemble, ou on ne débutera même pas ensemble. On a un petit peu cette approche aussi, quand il n'y a pas de lien de confiance, c'est vraiment dans les deux sens, et c'est vrai que les clients pensent parfois qu'ils ont, eux, la libre choix, ça ils le savent très bien, mais parfois ils se doutent pas que nous aussi, on a la possibilité de dire non, et de ne pas travailler avec eux. Nous, on a déjà eu des clients un seul qui a voulu vraiment nous imposer la stratégie, la manière de faire le dossier, etc. Et en fait, sa propre stratégie était juridiquement fausse. On lui a dit, mais il voulait vraiment nous mandater. Mais on n'a pas pris le dossier, hein. On l'a pas pris parce qu'on a une image aussi à protéger auprès des juges. Et puis, on va pas... c'est pas lui qui doit imposer sa stratégie, c'est l'avocat. C'est lui, c'est l'avocat qui est homme de droit. C'est ça. C'est pas homme de droit. C'est comme moi, en plus, c'est lui qui nous imprime les textes Google aussi, en nous surlignant. Après, parfois, c'est utile. On a eu des clientes qui l'ont fait et c'était utile parce que si tu veux, le travail était un petit peu mâché. Et parfois, non, c'est à côté de la plaque. Et ça dépend vraiment de l'approche du client. Il y a des clients qui vont le présenter de manière bienveillante. Ok, il n'y a pas de souci. Et il y a des clients qui vont vouloir imposer en disant, moi, je sais mieux que toi. Toi, tu vas juste poser ton nom sur le courrier d'avocat et c'est tout ce que je veux. Et ça c'est le type de client qu'on ne prend pas, typiquement. Ouais, puis en plus, en général, c'est des clients qui ont tort. Ouais. Ils ont jamais raison. À chaque fois, quand ils veulent qu'on rajoute leur truc, c'est toujours faux, en fait. Donc voilà, pareil, on leur explique une fois, s'ils continuent à être butés, tant pis, hein, il y a d'autres avocats. Encore une fois, c'est ça, on fait beaucoup. Chaque avocat doit trouver son client et inversement. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites, quelle matière vous pratiquez ? Alors, on fait beaucoup de droit du travail, côté salarié et côté employeur, et du droit pénal routier. Et comme on est à Évry, on va pas dire qu'on est généraliste parce qu'on fait pas non plus de tout. Il y a des matières, par exemple, droit fiscal, on n'en fait pas. Droit de la construction, on n'en fait pas. Tout ce qui est très technique, des matières auxquelles on n'a jamais touché, on n'en fait pas. Par contre, du divorce, on en fait de temps en temps. Du pénal simple, on en fait de temps en temps. Et puis c'est tout, hein. Ouais, on fait un peu d'expertise judiciaire en ce moment. On a pas mal développé les expertises judiciaires, donc c'est intéressant en gros sur des travaux qui ont été ou pas mal faits, à voir après, isolation phonique, etc. Ça, c'est des dossiers qui sont intéressants pour le coup aussi. Et ça, vous avez des anecdotes particulières d'expertise Expertise, j'avais mis le truc sur Instagram où la voisine se plaignait des relations sexuelles des colocataires en haut. En plus, c'était des étudiants trop mignons, trop sympas, trop cool. Et donc, du coup, là, c'est le tout début. Donc, on va voir comment ça va se passer. Hein. Mais elle m'a envoyé des SMS en disant dis donc, c'est rapide ce soir. Oh là là, ça va pas durer très longtemps. C'est ça, les colocs, en plus, c'est des bébés. Ils ont une petite vingtaine. Enfin, ils sont au début de leurs études. Ils viennent de partout en France. Donc, c'est une coloc avec... je crois que c'est un peu les écoles d'ingénieurs, tout ça autour. Donc, plutôt ça. Mais elle était hyper pleine, par contre, en expertise. Elle a juste voulu, par contre, regarder toutes les chambres. Ah ouais. Derrière la porte, tout. Elle pourra visualiser comme ça. Et c'était pas trop gênant parce que là, vous êtes entré... Enfin, est-ce que l'expert est un peu entré dans les... Je sais pas, dans l'intimité des gens? Il est rentré dans les parties communes, on va dire, des colocs, parce que c'est une coloc. Les colocataires n'étaient pas là, chacun était dans sa chambre. Et après, il a regardé 2 chambres, je crois. Ouais, il a frappé. Et puis, il a regardé hyper rapidement. En fait, en gros, il a fait une photo puisque c'est du phonique du parquet, quoi. Mais il était gentil, l'expert. Franchement, les experts, en général, sont plutôt respectueux de l'intimité des gens, quoi. Après, on a fait une autre expertise où la partie adverse, pas le confrère, hein, mais vraiment le monsieur, était assez misogyne et raciste. Un peu raciste aussi. Et du coup, on l'a remise à sa place et c'était... Bon, là, j'en rigole, mais c'était drôle sur le coup parce que Claire, quand elle remet les gens à leur place, c'est un truc de fou. Et il y avait le confrère à côté qui rigolait aussi. Ouais, qui rigolait. Non, mais pour le coup, c'est compliqué parce que parfois, il y a des... Enfin, nous, je pense qu'on est psychopathes sur nos valeurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment rigide. C'est-à-dire que la tolérance, le racisme, pour nous, c'est un truc qu'on ne supporte pas.
Donc, à partir du moment où quelqu'un dépassera de ce cadre-là, on aura du mal à se canaliser. On ne pourra pas se taire, en fait. Non, puis c'est pas le but, on est avocate, faut pas. Donc Tu on vois, tu peux leur pas rentre laisser dedans. passer, hein. C'est Non. pas possible. Si nous on laisse passer, mais qui va défendre en fait ces valeurs-là? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on se laisse rarement marcher sur les pieds. Mais quand on a des propos misogynes, racistes, ce sera inenvisageable qu'on se... Donc, et en le recadrant, après, ça s'est bien passé, l'expertise a pu se dérouler tranquillement ou Bah oui, ouais. du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu, on a un peu forcé le respect. Et là, tout le monde nous a respectés. Ouais, ils ont rigolé après, parce que du coup, je leur ai fait une remarque. Oui. En gros, ils disaient, ouais, ce qu'ils ont fait, les travaux, c'est des Roumains. Enfin, les Roumains, ils savent pas travailler. Je dis, bah, si, les Roumains, en fait, ils savent aussi travailler, hein, c'est parce qu'on est Roumains qu'on sait pas travailler. Et du coup, j'ai fait mon rire de vilaine. Ouais. Et il a rigolé, genre, ah bah oui, c'est vrai. Et il arrêtait pas de l'appeler madame. Non, tu Bah l'appelles oui. maître, comme tout le monde, hein. Le confrère, tu l'appelles maître, donc elle aussi, tu l'appelles maître, en fait, à la base. Si un de vos clients avec qui vous travaillez régulièrement vous appelle madame, vous l'acceptez pas du tout, ou là c'est vraiment le contexte qui a fait que dans la mesure où il appelait son avocat maître, vous exigez la même chose à votre égard. On a senti le manque de respect. Et si tu veux manquer de respect, eh ben Ouais. tu dois nous respecter. Par contre, nos clients basiques, on sait qu'il y a des gens qui nous appellent Claire et Réanée, hein. Oui, c'est Et on ça. dit rien. On dit rien. Après, en général, franchement, les clients, on les connaît. Si ils disent madame, c'est pas méchant, c'est juste que ça leur échappé. Voilà, comme ils parleraient à n'importe qui d'autre. Ceux qui font exprès d'appeler madame, on sent la façon dont ils veulent la raconter. Ouais. Ouais. Et là, à ce moment-là, on leur dit quoi. Oui, là, on Parfois, recadre. c'est des confrères. Hein. Moi, ça m'était arrivé, je me rappelle, au début de ma collab, il m'avait appelé madame, le vieux confrère. Oui, non, Je lui avais dit déjà, mon diplôme, il a la même valeur que vous. Et peut-être même plus, parce qu'à votre époque, c'était facile de l'avoir. Donc, ça dépend des situations. mais voilà, c'est pas hyper courant non plus, quoi. Oui, non, mais vous n'êtes pas attaché absolument et impérativement à ce qu'on vous appelle mon cher maître en vous faisant une courbette, quoi. Ouais. Non, franchement, ça, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, on s'en fout en vrai des titres. Ça dépend des situations aussi, un manque de respect. Ben, voilà, on va remettre à la place la personne, mais s'il n'y a pas de manque de respect, c'est dit comme ça de façon innocente, c'est pas grave, bah, on est des madames aussi, hein. Ça arrive. Nous, on vous a connus en suivant les aventures de MB Avocate sur Instagram. Vous faites partie des concerts qu'on aime bien suivre, vous montrez vraiment votre quotidien et c'est hyper intéressant. Je pense peut-être plus pour les clients et les justiciables de voir quel est le vrai métier parce qu'on n'est pas tous les jours et toute la journée en train de plaider. Qu'est-ce que ça vous apporte à toutes les deux au quotidien? Est-ce que c'est vraiment votre plaisir perso ou est-ce que c'est dans un but vraiment d'accessibilité Bah alors, ça dépend. Il y a eu plusieurs étapes. Quand on a créé l'Instagram, c'était vraiment pour que ça soit la vitrine du cabinet, qu'on puisse se faire connaître, que notre entourage un peu lointain, par exemple les gens qu'on a connus au lycée, au collège, etc., avec qui on a coupé les ponts depuis, puissent savoir que nous, on est là, on est à Ivry, voilà les matières qu'on exerce, et voilà, on est avocat, etc. Si vous avez besoin, si votre famille a besoin, on est là. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'on a eu des clients du lycée, du collège, etc. Après, au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à regarder les stats et j'ai commencé à mettre une pression en me disant, oh là, là, faut que je publie, là, faut que je fasse ça, etc. Ça m'a stressée. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà le stress de mon vrai travail. Moi, je suis pas Instagrammeuse, je suis pas influenceuse. Et là, je commençais à lâcher prise. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, ça allait mieux. Donc là, pour moi, c'est un plaisir, c'est la récré. C'est bon, bah voilà, j'ai envie de montrer, je montre. J'ai pas envie de montrer, je montre pas. Et on échange beaucoup avec des confrères, des consoeurs et aussi des élèves avocats, des personnes qui n'ont rien à voir, des journalistes, etc. Et là, aujourd'hui, c'est devenu un plaisir. Et là, je me suis mis en compte perso, je vois même pas les stats. Ouais, non, on s'en fiche un peu des stats, je crois, en vrai. Je crois qu'en fait, ce qu'on aime bien, c'est faire des trucs qui nous ressemblent. C'est ça. En fait, on arrive à un tourbillon, à un moment donné, on se dit, oh là là, moi, ça monte pas, là, j'ai eu 50 likes, la dernière fois, j'avais 60 likes, ça avait baissé. Mais ça, c'est des trucs d'influenceuse. Mais moi, je veux pas être influenceuse. Moi, je veux être avocate, c'est bon. Ouais. On a déjà assez de pression, je pense, avec nos dossiers, nos délais, pour en plus... C'est ça, exactement. C'est un stress inutile, en fait. Mais ça a servi de vitrine et ça permet quand même de communiquer autrement. Oui. Après, c'est pas un nid de clients. C'est-à-dire que c'est pas par là que les clients arrivent. Il y en a peut-être 3, 4 depuis le début. Franchement, j'ai pas compté, mais il y en a pas énormément. Et c'est peut-être tant mieux parce que sur Instagram, on est quand même nous-mêmes. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque. Alors que parfois, avec les clients, on peut pas être nous-mêmes. Moi, je peux pas mettre du booba dans le cabinet. Alors que sur Instagram, je mets du booba et j'ai pas peur de mettre du booba. Et les gens jugent forcément, ils sont pas habitués. Donc, moi, je préfère que ne pas avoir trop de clients sur Instagram. Ceux à qui on me dit qu'on a un Insta, c'est des gens de confiance.
on sait que ça va pas altérer la confiance, Ouais. qu'ils nous voient comme ça, sans masque, dans notre vrai quotidien, en fait. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent juger, se Oui. dire: «Ah, elles sont drôles», mais est-ce que si elles sont drôles, est-ce que si elles Ouais. font des blagues, est-ce qu'elles sont sérieuses dans leur travail? Est-ce qu'elles Exactement. vont bien conclure? Est-ce qu'elles vont respecter le délai dans mon dossier? Et franchement, on n'a pas besoin de cette pression-là supplémentaire, heu, donc voilà, les clients, certains, ça peut les angoisser, Oui. parce qu'il y en a certains qui peuvent être, bah, c'est ce qu'on se disait aussi, on en parle souvent en disant, on a l'impression qu'avec le temps, en fait, les gens aiment de plus en plus, ils sont rassurés quand ils voient un avocat, un monsieur là, Oui. heu, Un monsieur ou des personnes qui sont vieilles. ouais, un peu plus âgées et aussi, tu vois, en fait, on met tout le monde dans des cases sans le vouloir et avocat sérieux, ça veut dire faut pas rigoler, faut pas écouter du booba, voilà, faut être, carré, machin. Mais c'est pas ça la vie. On peut pas mettre des gens dans des cases. On peut être très, sérieuse, rigoureuse et cetera comme on l'est, sinon je pense Mmh. qu'on serait pas à ce niveau-là. On n'est pas non plus au summum, hein, mais ça va, on s'est installé et tout ça. Mmh. Mais on peut pas se dire, ah bah comme elles sont un petit peu drôles et tout, elles font des blagues, machin, alors elles sont pas sérieuses dans le travail, elles vont pas vouloir nous défendre, elles vont courber les chines devant le confrère adverse. C'est pas du tout ça en fait. C'est pour ça que je vous dis, je te dis, j'ai pas trop envie que tous nos clients nous suivent sur Instagram. Ouais. Et puis il y a aussi des clients, parfois, ça arrive, nous on a des téléphones perso. C'est-à-dire qu'on n'a pas de portable pro. S'il y a besoin, on rappelle avec nos téléphones. En général, on masque les numéros parce qu'on sait très bien que si tu ne masques pas ton numéro de téléphone, le client va t'appeler n'importe quand il Attends. aura une envie, une question, un truc qui lui passera par la tête. Donc c'est vrai que si on donne aussi accès, et c'est pas le cas de tous les clients, mais s'ils ont un accès entre guillemets sur une partie un peu privée, parce que l'Insta c'est l'Insta du Cap, mais on est nous-mêmes, s'ils ont accès à ce genre de choses ou à nos numéros de téléphone, etc., bah, il y a certains clients qui vont être Dans l'excès, hein. dans l'excès. Ouais. Et un client, du coup, qui peut avoir l'Insta, bah, peut envoyer des messages sur Insta, voir qu'on a vu, parce que parfois on voit nos mails, mais on va pas répondre tout de suite parce que bah, on est en audience, parce que bah, parfois on mange. Voilà, parfois, enfin, c'est vrai aussi, voilà, il y a des moments où on n'a pas le temps forcément de faire la réponse, la recherche, etc. Et c'est vrai que du coup, s'ils procèdent aussi par cette voie de communication-là d'Insta, c'est pas forcément la meilleure. C'est un peu triste quand même de se dire qu'on est moins pris au sérieux, soit parce qu'on est un peu plus jeune que les confrères qui sont habituellement sur la place, soit parce qu'on montre qu'on est un peu dynamique et un peu... je comprends, et moi aussi je le ressens. On a un peu plus de difficulté à gagner la confiance de nos clients. Exactement. Que quand ils viennent dans les cabs où on était collaboratrice et où ils avaient concrètement l'associé en personne et le collaborateur qui était la petite main qui voyait jamais. Exactement, où il n'y avait même pas de notre nom sur les conclusions. Tu vois, on C'est n'avait ça. pas le droit de signer les choses, alors que bah, nous, on concluait. Et puis, en fait, après, le côté positif de la collaboration, c'est que c'est là qu'on a appris vraiment. On a appris comment faire, comment négocier, comment rédiger, comment conclure, comment plaider. Ça, c'est le côté positif. On est arrivé dans le bain tout de suite. Mais le côté négatif, c'est le côté, bah, tu passes sous silence, tu n'as pas de personnalité propre, tu ne signes rien. Si tu gagnes, bah, en fait, c'est pas toi qui as gagné, c'est l'associé qui va annoncer que, voilà. Par contre, si tu perds, tu appelles le client. Ah, si tu perds, c'est toi qui assumes. C'est trop ça. Mais ouais, non, c'est triste, mais c'est la société, hein. C'est la société actuelle, en fait. C'est le fait de juger tout le monde à tout va. C'est la facilité de juger. Pour moi, c'est une paresse intellectuelle de juger les gens, de mettre des gens dans les cases. Faut plutôt creuser, se dire, bah, en fait, ces filles-là, elles partagent ça, mais peut-être que bah, elles travaillent très bien. Peut-être que si elles sont là à s'installer, je sais pas, moi, à la trentaine, À peine, ouais. c'est peut-être qu'elles en veulent et surtout qu'elles ont des compétences. Et voilà, c'est tout, hein. Mais ça, les gens ne veulent pas se dire ça. Ils préfèrent se dire, ah non, mais en fait, elles ont un héritage. C'est grâce à leur héritage qu'elles ont un cabinet. Tu vois, genre facilité. Bah non, en fait, c'est grâce à notre travail et notre personnalité aussi. Mais je pense que c'est aussi un confort. C'est vrai que c'est un peu difficile pour les gens d'assumer qu'on peut être à son compte, qu'on peut être entrepreneur, qu'on peut faire des choses, qu'on peut avoir une vie personnelle et pas tout sacrifier et réussir à faire ce qu'on a envie de faire, à voilà, être à son compte. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de ça et de se lancer et de ce que ça veut dire derrière, et ils préfèrent aussi du coup mettre dans des cases plutôt que eux-mêmes se remettre en question sur ce qu'ils font. Mais pour moi, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Si vraiment on veut, bah on peut, hein. C'est facile à dire, mais c'est la réalité des choses. Nous, on est parti de rien du tout, mais vraiment, on n'a pas une famille riche. On n'a pas non plus une famille dans Le l'avocature, le droit ou tout ce que tu veux. On est vraiment
on a commencé à zéro. Nous aussi, on a fait des petits boulots, mais pendant les études, etc. Et moi, ma volonté, ça a toujours été de m'installer. Après, il y a eu la rencontre. C'est vrai que ça, c'est une chance. Ça, c'est le destin. Je suis très contente d'être à 2 et pas toute seule parce que je pense que je réussirais pas de la même manière. Après, on a pris un risque aussi. Quand on s'est installé, on a pris un gros risque. On avait déjà des crédits chacune sur le dos. On est parti avec rien du tout. On s'est dit, c'est quoi, là, c'est le moment, en fait. Faut y aller. On a foncé, on s'est donné les moyens et aujourd'hui, ça va. On n'a pas trop à se plaindre. Non, c'est ça, c'est que à un moment, il faut se lancer. C'est-à-dire que si on avait attendu le moment parfait, déjà, je pense qu'il n'y a jamais le moment parfait. Non. Mais si on avait attendu d'avoir 1 milliard de clients dans un portefeuille, entre guillemets, de clients perso à développer, je pense qu'on aurait attendu longtemps, surtout qu'on va pas se mentir, quand tu es collaborateur, bon courage pour avoir le droit d'avoir des clients perso. Il y a un moment, il faut se lancer aussi. Et si on se lance pas, après voilà, c'est un choix. Hein. Ceux qui veulent pas se lancer, c'est pas une critique. Hein. Mais il faut pas critiquer nous notre choix aussi. C'est ça. C'est juste que de toute façon, je pense que même nos familles l'ont toujours su. Moi, même quand j'étais genre au lycée, fallait surtout pas me dire quoi faire, sinon je ne le faisais pas. Mais les contraintes, on n'aime pas ça. On n'aime pas les contraintes. Et moi, ma mère me disait, mais c'est sûr que tu seras incapable d'avoir un patron. On s'est dit, là, faut y aller. Nos parents, ils étaient inquiets parce qu'ils se disaient, non, mais là, vous allez vous installer, vous n'avez pas d'argent, quand vous allez faire et tout. Enfin, c'est chaud, quoi. Et on avait aussi des sons de cloche qui nous disaient, non, faites une autre collab, faites une collab partielle, etc. Parce que là, franchement, c'est de la folie de vous installer comme ça. En plus, à Évry, vous connaissez personne et tout. Nous, en fait, on s'est écouté que nous, en ayant en tête, genre, une évidence, c'est on va réussir. Mais vraiment, on s'est mis ça, mais sans argument. Hein. C'est vraiment, on va réussir, c'est une évidence. Et voilà, on a foncé vraiment en s'écoutant que nous deux, en fait. Bon, après, de toute façon, on a toujours le filet de pouvoir se dire, si jamais ça se passe mal, on arrête, on retrouve une collab ou on fait autre chose. On n'est pas non plus sans ressources. Et nous, on a beaucoup eu... Oui, c'est ça. Nous, on nous a beaucoup dit, mais pourquoi avant de... Parce qu'Anaïs et moi, on se connaît depuis la fac, mais on n'avait pas... Comme vous, votre exemple est hyper intéressant, parce que vous avez été formés de la même manière, donc vous travailliez déjà ensemble avant, même si c'était pas dans vos intérêts propres. Nous, on nous a beaucoup dit, pourquoi vous vous installez pas d'abord individuellement, séparément, pour voir si le libéral, vraiment, ça vous va, et après, vous vous associerez, parce que... c'est vrai que c'est des discussions à avoir, hein, comment vous allez faire pour partager le gâteau, comment vous allez faire pour chronométrer qui travaille. Et en fait, la plupart des confrères, je trouve, sont dans une réalité, alors je ne sais pas vous comment vous travaillez, mais sont dans une réalité que Anaïs et moi, on n'a pas. Là, concrètement, si Anaïs, demain, elle me dit « je suis off », elle est off. Et je ne vais pas en faire un drame, tu vois. Et vraiment, la logique économique, en fait, de garder les réflexes de collab qui sont de dire, si demain à 9h05 t'es pas là, t'as fait la grasse mat ou moi voilà, ou t'es parti à 18h, bonne après-midi, hein, il est 18h, vraiment passe une bonne après-midi. Et nous on n'est pas dans nos logiques on n'est pas du tout dans cette logique et ça retransparaît sur notre boulot parce qu'on est contente de faire notre boulot, on n'est pas stressé avec nos clients, ça nous saoule pas de travailler, Mais en plus, si tu raisonnes comme ça, au final, tu hiérarchises. C'est-à-dire qu'il n'y a plus deux associés, ils sont plus sur un pied d'égalité. Ouais, ou alors t'es en mode mais moi j'ai travaillé une demi-heure de plus que toi, mais à la fin on touche pareil et tout. Mais je pense que pour ça, faut bien choisir son partenaire, sa partenaire. Pour moi, il y a des âmes sœurs dans tous les milieux. Milieu pro, milieu amical, milieu amour, tu vois. Et faut être sur la même longueur d'onde. Pour moi, on est un peu, on réfléchit pareil sur le pro, même sur le perso, mais bon, ça sur le pro, dans le sens où on est souple sur le temps de travail, on est souple sur l'argent, on est souple vraiment sur tout. Il n'y a pas de rigidité. Ça veut dire que moi, ça m'est déjà arrivé, franchement, de pas me sentir bien une matinée, je devais aller en audience, c'est clair qu'il a pris mes audiences parce que j'étais pas bien, j'étais en mode je vais vomir et tout, et c'est clair qu'il a pris, elle m'en a pas voulu, tu vois, c'est comme ça. On est en mode associé, on est en mode ami, on est en mode pour nous c'est normal en fait. Ouais, c'est pas un calcul, on calcule rien en fait. Déjà on bosse pareil et puis c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi, en fait. Mais ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est pas un discours qui est courant, surtout dans notre milieu, parce que les gens sont très, compétitifs et aussi intéressés par l'argent, tu vois. Dans le sens où si quelqu'un fait une journée de plus ou une demi-journée de plus, faut qu'il touche plus. Mais c'est pas possible. Peut-être que la personne qui a fait une journée de moins a fait une négo de plus. On sait pas, tu vois. Puis si tu commences à raisonner comme ça dans une association, c'est hyper malsain. Ton association, j'espère pas pour les gens, mais au bout d'un moment, ça va partir en vrille. C'est pas possible. Il y a un moment où si tu raisonnes comme ça, je travaille plus, je fais plus, il y a un moment, tu vas le ressortir à la personne et ça va partir en vrille. Ouais, ça va partir en vrille. Vous allez clairement vous ennuyer, quoi.
carrément. Et comment vous voyez votre futur cabinet ce que vous envisagez de développer Alors nous, un cabinet multinational. Non, je rigole. Non, moi, je voudrais Non. un mur en bois avec nos noms. Et nos photos en noir et blanc. Avec un sac Chanel. Et une plaque dorée en dessous. Non, mais en fait, si tu veux, on réfléchit pas vraiment, on met pas des objectifs comme ça, oui, telle année, il faut qu'on ait un cab avec autant de collabs, etc. Moi, je pense qu'un jour, on aura des collabs. Maintenant, la difficulté de nous deux, c'est d'intégrer quelqu'un de tiers à notre duo parce que, comment dire, on est un peu nous-mêmes, on a nos manières de parler, nos manières de voir les choses, etc. On est un peu beaucoup trop souple comme personne. Et on n'a rien à voir avec ce qu'on a appris avant, lors des stages, des collabs, etc. Donc, si demain on a un stagiaire ou si on a un collab, il faut qu'on soit là et il faut aussi qu'on mette un masque. Sauf que moi, j'ai un peu la flemme de mettre des masques. Tu vois. Donc, ça, c'est la difficulté. Après, un jour, il faudra sauter faut se développer et il faut sauter le pas. Hein. Il faudra mettre la personne dans un bureau loin pour pas qu'elle entende tout ce qu'on dira. Il faut qu'on soit gentil. Il faut pas qu'on fasse subir aux gens ce que nous-mêmes avons subi. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut être prêt, parce que nous, je pense que le truc le plus important pour nous, c'est la liberté. Ouais. C'est-à-dire que demain, si il faut être là à 9h00, enfin même 8h58, parce qu'à 9h00, quelqu'un sonnera à la porte, un stagiaire, un collab, un machin, etc. Moi, ça va me saouler. Moi aussi, c'est pareil. Les contraintes, si tu veux. Les contraintes, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Et c'est aussi pour moi une responsabilité parce que quand tu prends un stagiaire, pour moi, il faut former. C'est pas tu prends un stagiaire pour que le stagiaire t'aide ou te soulage, il faut former. C'est le but du stage. Et pareil, les collabs, il faut les former parce que nous, tu vois, on nous mettait trop de responsabilités sur le dos et on avait énormément de reproches. Ça veut dire que, faut dire la vérité, parfois au début, tu sais pas négocier, tu sais pas faire un protocole transactionnel, tu sais pas conclure, tu sais pas faire les calculs, tout simplement. Mais on s'en prenait tellement plein la tronche que moi, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie d'être une associée aigrie, en fait. Franchement, ma phobie, c'est d'être aigrie. Ça, je détesterais d'être aigrie. Ouais, c'est ça. Et il faut pas, je pense non plus, quand on prend un collab ou quand on prend un stagiaire, faut se dire qu'il va pas forcément nous faire gagner du temps au début, quoi. Ah non, c'est clair. Parce que le temps de toi regarder le dossier, de lui expliquer le dossier, qu'il fasse les recherches, que tu regardes avec lui s'il a des questions, que tu vérifies ce qu'il a fait, au final, tu l'aurais fait. Oui. Tu l'aurais fait toi-même. Donc, il faut pas non plus se dire, je prends des stagiaires ou un collab parce que rentabilité. Sur le plus ou moins long terme, ça va en effet te soulager parce que la personne, tu lui auras appris à faire les choses. Mais au départ, très clairement, ça prend énormément de temps. Non, c'est ça. Dans la gestion aussi, donc déjà, intégrer quelqu'un à votre duo qui fonctionne bien, ça, je comprends la difficulté. Nous, on a la même aussi. Et même vis-à-vis du fonctionnement de façon plus générale avec la relation client à intégrer là-dedans. Si tu as quelqu'un, si tu as un collab, moi j'aurais peur moi c'est ce qui me bloque vraiment concrètement, c'est de me dire, alors comme toi, j'ai absolument pas envie d'être aigrie et j'ai surtout absolument pas envie d'avoir un collab qui va faire le sous-main là et puis qui va rédiger des trucs et puis après il y aura son nom nulle part et au revoir, salut. Donc du coup, d'intégrer quelqu'un qui va pouvoir bosser, mais qui sera intéressé parce qu'il aura le dossier de bout en bout, sans toi perdre ton lien direct avec le client, parce que si c'est le collab qui bosse, si c'est le collab qui est en lien avec le client, moi ça, je le perdrais. Et j'ai vraiment pas envie, tu vois. Et sans être à quatre mains intégralement sur un dossier, c'est difficile de trouver le juste milieu en disant, le collab, je vais pas lui donner que les trucs à faire sans reconnaissance et il aura jamais le client, comme ça se passe dans certains cabs. Mais en même temps, s'il bosse sur un dossier, il a besoin d'être en lien avec le client aussi, puisque s'il a besoin d'éléments, de choses... Donc, c'est difficile d'intégrer des personnes dans une équipe. Ouais, non, mais complètement. Après, je pense que ça vient avec le temps et avec les besoins aussi du cabinet. À partir du moment où, pour moi, dans la vie, tout s'aligne. Donc, il y a un moment pour tout, il y a un instant T pour tout. Donc là, pour le moment, si on a ce discours-là, c'est à l'instant T, on n'en a pas besoin forcément. Et surtout, on n'est pas prête. Tu vois, mais un jour on en aura besoin et un jour on se forcera à être prête. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi une relation de confiance. Je pense que tu intègres aussi vachement ton collab avec les clients ou même dans la façon de fonctionner. Quand tu as une relation de confiance qui s'instaure avec lui, c'est comme dans tout en fait. Parce qu'au final, tu vas lui déléguer, il va être toi sans être toi. Donc tu vas lui déléguer une partie de tes dossiers pour que tu puisses, que ça se passe bien et que du coup, tout le monde soit content, que le client fasse confiance, etc. Il faut aussi que le collab, du coup,
mettre en confiance le client et puis aussi Oui. que voilà qu'on soit raccord. Il y a ça aussi, c'est qu'on peut se tromper sur un recrutement de collab. Hein. Bien Comme le sûr. collab peut imaginer un truc en nous voyant et se dire je ne l'imaginais pas comme ça en fait dans le Oui. boulot et je suis déçue. Ouais. C'est que c'est compliqué aussi de recruter. Il faut aussi savoir vraiment cerner les gens, Mm. savoir ce que lui attend, ce qu'en face on attend, les matières, les proportions, comment on va travailler. Je pense qu'il faut être hyper prêt parce que quand tu recrutes, il faut vraiment que tu saches Gérer la situation, Bah ouais. gérer aussi le stress, parce qu'en collab, moi j'étais hyper stressée, hein. Là, je suis stressée aussi, mais en collab, j'étais super stressée parce que tu vois, en plus du stress du travail, j'avais aussi le stress de ce qu'on va me dire, ce que ma boss va me dire, les remarques que je vais me prendre, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, tu vois, tu peux pas toujours demander à ta boss ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Des fois, tu fais et tu dis, par exemple, pendant une audience, tu fais et tu dis, tu improvises, Bah ouais. tu viens le raconter parce qu'il fallait rendre des comptes, et puis on te dit, ah, mais fallait pas dire ça, hein. C'est ça. C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'il faut être prêt parce qu'il faut, enfin, si tu prends, même si tu prends pas un jeune collab, mais si tu prends un jeune collab, il faut le former parce qu'on sort de l'école, on n'est pas bon, hein. Enfin, quand on sort de l'école d'avocat, on sait pas faire grand chose, hein. On voit rien. Et même s'il est c'est pas sa première collab, il faut aussi qu'il sache comment on fonctionne. C'est-à-dire que tout cabinet fonctionne différemment, notamment sur les honoraires, sur la façon d'expliquer les choses aux clients, sur le discours, sur comment. Enfin, il y a des cabinets, c'est tout bête, mais en prud'homme, qui font des saisines de 30 pages, d'autres qui en font des plus courtes. Chacun a son mode de fonctionnement. Donc le collab, il faut le former aussi. Tu peux pas le lâcher et après attendre de lui qu'il soit parfait, qu'il soit comme toi, parce que toi, tu considères que ce que tu fais est bien. Et ça peut aussi être un échange. Peut-être que le collab peut te faire te remettre en question sur un truc que tu fais et dire peut-être que je ferai autrement. Enfin, mais il faut être prêt à ça. Et par rapport à votre fonctionnement avec les clients, est-ce que le Covid a changé un petit peu votre pratique? Est-ce que vous faites beaucoup de rendez-vous physiques? Est-ce que vous avez développé la visio, le distanciel? Et nous, on continue nos rendez-vous physiques. On a le plexiglas que j'avais mis sur Instagram. Là, on a ça qui nous sépare des clients. On a du gel. Donc, dès qu'ils arrivent, on leur donne du gel. Et dès qu'ils repartent aussi, on leur donne du gel parce que parfois, ils touchent nos stylos, etc. Donc, ça n'a pas forcément changé le mode de fonctionnement. Nous, on aime bien, en fait, voir les gens. Je trouve que la confiance, elle s'installe plus quand on les voit. Après, ça, c'est pareil. C'est notre mode de fonctionnement. Par téléphone, c'est un retour d'expérience. On arrive à avoir moins de mandats qu'en physique. Tu vois, on arrive plus à attirer l'attention et la confiance en physique. Par téléphone, un peu moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je trouve que la discussion est plus agréable en vrai parce que tu vois la personne et par exemple, elle va te parler d'un truc, elle va te donner la feuille, le papier. Enfin, c'est tout bête, mais au téléphone, c'est pas pareil. Même si tu dis regardez ma pièce jointe numéro 3, 15, on s'en fiche. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Même je trouve qu'en termes de concentration, c'est plus surtout nous deux, on va se faire des têtes et tout. C'est ça, c'est plus pratique pour nous d'avoir le client en face. Et puis pour le coup, je pense que les clients, en tout cas nous, nos clients aiment bien aussi. Après, on les voit en premier rendez-vous, on va pas les voir toutes les semaines en fonction de l'avancée. Hein. On voit pas tout le temps les clients, on les voit en premier rendez-vous, c'est sûr. Enfin, sauf s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et après, s'il y a besoin de faire des points, on fait beaucoup de points téléphone, mail, etc. Par contre. Mais ça, on l'a toujours fait. Oui, donc c'est pas du tout le contexte qui a fait changer vos pratiques par rapport à ça. Si vous pouviez changer une seule chose dans la relation que vous avez avec vos clients, qu'est-ce que ce serait? Moi, ce qui peut parfois être difficile à gérer, c'est que les clients nous prennent pour des psychologues. Et déjà, chacun son travail. Chacun ses compétences, parce que le psy, il n'est pas avocat, et vice-versa. Et parfois, c'est difficile parce que nous, notre travail, c'est d'essayer de trouver une solution à un problème juridique. Bien évidemment, on fait du droit du travail, enfin, du pénal, etc. Donc, on fait des matières humaines. Mais on ne peut pas résoudre les problèmes ou les séquelles qui ont pu naître d'une relation de travail toxique, etc. Là, pour le coup, ça dépasse nos compétences et on n'est pas là pour ça. Donc, c'est vrai que parfois, ça fait un peu... Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est une grosse inhumaine. Non, c'est les limites. En principe, il y a des... Voilà, on peut pas faire psychologue à la place du psychologue. C'est ça qui parfois est difficile et parfois les clients aussi ont du mal à comprendre. Donc on leur dit en douceur, voilà, ce serait peut-être bien de faire accompagner, un suivi psychologique c'est important. Et je pense que c'est important en plus sur les problématiques de harcèlement, je pense que c'est important. Et parfois ils ont du mal. Il y en a un qui appelle en disant vous m'avez calmé. Bah ouais, mais pour le coup. Après, nous, en plus, on est un peu des éponges, donc on prend beaucoup. On est quand même, on est sensible. Après, tu vois, on arrive quand même à se détacher du dossier. C'est le but de l'avocat. Hein. Tu as une robe, tu dois rester détaché, sinon tu défends mal le client. Mais au bout de certains jours,
une semaine, 2 semaines, ou tu vois, t'as un épuisement aussi à force d'absorber le stress de tout le monde, pas que des clients, hein, ça peut aussi être les confrères, ça peut aussi être des décisions de justice, surtout conseil de prud'homme, tu vas voir, voilà. Donc il y a un moment où toi aussi t'as tes limites, tu te dis, t'as envie de dire au client, canalisez-vous, tout comme moi je me canalise aussi, tu vois. Mais ça, bon, on le dit pas trop parce que, comme elle dit Claire, on est dans des matières humaines. Ouais. On peut pas trop se permettre on peut pas être méchante, on peut pas non plus envoyer les gens paître comme ça. Mais c'est vrai que quand c'est trop, là on va dire, écoutez, nous on a un contact, est-ce que vous voulez qu'on vous transmette les coordonnées d'un psy, etc. Et en général, ils comprennent quand même. Ouais. Mais moi, contrairement à ce que tu disais, Claire, je trouve pas que ce soit inhumain parce que, au contraire, ça montre qu'on a pris conscience de la difficulté de la personne. Et je pense qu'il suffit de leur dire, enfin moi ça m'arrive assez régulièrement de leur dire là, moi mon rôle c'est effectivement, je pense que vous êtes beaucoup trop atteinte et là, c'est parfois même l'urgence, c'est de vous faire accompagner et moi je peux pas le faire donc je trouve au contraire qu'il est bien qu'on puisse reconnaître qu'on n'a pas la compétence pour le faire et que c'est nécessaire pour les personnes qui nous consultent. Oui. Ouais. Et on a l'impression qu'il y en a besoin que pour les victimes de violences conjugales et quand il y a des difficultés au niveau du juge aux affaires familiales, alors qu'en réalité, facilement sur un quart de ma clientèle en droit du travail, sur des licenciements vraiment, entre guillemets, sales, il y a besoin quand même d'en parler à un pro derrière. Bien sûr. Oui, le harcèlement moral, etc. Nous, on a quand même des clients, un certain nombre, qui a vraiment besoin d'un suivi, hein, et qui est suivi d'ailleurs, mais parfois ça suffit pas parce que parfois ils vont recevoir un courrier ou un mail qui vont déclencher le truc et du coup la première personne qui vont appeler ça va être nous, ça va pas être le psy, donc nous on va être en direct, on va devoir filtrer, éponger, voilà, et éponger, mais tout, tu vois, c'est juste un seul client, c'est pas grave, c'est isolé, mais c'est pas déjà un seul client, c'est plusieurs clients, et il y a aussi le côté des confrères aussi, parce que parfois, moi j'ai remarqué que depuis le Covid, ça n'a pas arrangé depuis le Covid, il y a le stress, et tu vois, on est en direct, quoi, c'est sûr, nous on va prendre. Faut prendre de tous les côtés. Ouais, et nous, comme on est obligé de recadrer parce qu'on va pas se laisser faire, ça va créer un conflit alors qu'il n'y a pas besoin. Non, Tu vois, c'est ça. c'est des fois dans une discussion, dans une négo, ça va créer un conflit inutile, un stress inutile, alors que dès le départ, le confrère a un mandat, c'est qu'il va devoir dire voilà, moi je suis mandaté, je propose 20 000 euros, etc. Mais non, tout ça on va pas l'avoir tout de suite, ça va être des conflits et des conflits et des conflits, on va se fâcher au téléphone, etc. pour à la fin avoir le mandat qu'il avait, quoi. Ça, c'est depuis le Covid. C'est depuis le premier confinement. Et ça, franchement, c'est usant parce qu'on n'en a pas besoin. Ça sert à quoi, en fait? Puis en tant que confrère, on fait le même boulot. Notre intérêt, c'est que les choses se terminent et que se terminent bien. Et si ça peut se terminer rapidement et que tout le monde tourne la page, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, je comprends pas le besoin parfois c'est ce qu'on dit, de sensations fortes, en fait. Il y a d'autres... Bon, c'est plus compliqué que le Covid, mais sauter en parachute, faites quelque chose. Voilà. Je sais pas, mais c'est clair. Mais même les clients, le Covid, ça les... Ça, oui, c'est un contexte anxiogène. Ouais, ça, on le voit, ça frustre vachement tout le monde. Donc, ils sont plus tendus, stressés sur les nerfs qu'ils pouvaient l'être avant. Ouais, ils sont plus à cran. Sauf que nous aussi, on est êtres humains, donc le Covid aussi, ça nous saoule. Oui, mais complètement. Hein. C'est une bonne... c'est quand même ce qu'on peut retenir comme une bonne nouvelle, c'est que les clients vont plutôt que de prendre un rendez-vous chez leur psychologue, leur psychiatre, peu importe, ils ont le réflexe de nous appeler, donc ça veut dire qu'on leur fait pas peur et qu'on est accessible. On peut le voir comme ça aussi, pour se réjouir. Et du coup, vraiment, pour terminer, quelle est vraiment la chose qui vous épanouit dans la relation que vous avez avec vos clients, le petit truc qui vous fait dire c'est génial et je vais continuer et ça me console de tout le reste, de l'administratif, de ces confrères qui peuvent nous agacer quand on est dans une négo, etc. Moi, c'est le fait de se rendre utile, tu vois, et d'avoir été une étape dans leur vie. On va résoudre leurs difficultés finalement. Donc, on va être utile dans la vie. C'est pas que le travail, c'est aussi parfois le pénal, le permis, etc. Où l'avocat va lui permettre de retrouver une vie normale, de retrouver une vie épanouie. Et c'est ça, c'est la clé, c'est de se rendre utile finalement. Ouais, de dire que t'as servi à quelque chose. C'est ça. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a choisi des matières, naturellement on les a choisies, hein, plutôt humaines. Ouais. Parce que c'est pour ça, en fait, on veut se dire, j'ai aidé la personne à passer à autre chose. J'ai aidé la personne, typiquement le jour où on était grave contente, c'était le jour où on a eu la relaxe au pénal. Parce qu'on se dit, c'est bien, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment, on a servi à quelque chose.
qu'on a servi à quelque chose, on a aidé les gens et on a été une étape dans leur vie pour aller vers quelque chose. Quand ils viennent nous voir, ça va pas. Hein, donc voilà, pour aller vers un chemin qui est peut-être un peu plus sympathique, quoi. Super, merci Réanne, merci Claire, merci à vous deux. Je rappelle de rien, merci à toi. C'est très gentil, je rappelle qu'on peut vous retrouver notamment sur Instagram, NB Avocate, pour ceux qui veulent vous découvrir un peu plus, déjà vous voir, et puis vous découvrir un peu plus dans votre quotidien d'avocate que vous partagez au jour le jour. Bah, c'est gentil, franchement, c'était super sympa. Instagram, ça sert aussi à ça, tu vois, d'échanger avec des confrères qu'on rencontrerait pas comme ça dans la vraie vie. Mais c'est super sympa, franchement, il y a grave des... On a peu de chance de se croiser dans la vraie vie, c'est vrai. Ouais, c'est ça, hein. Il y a de la bienveillance hein, entre consoeurs. Ouais, et ce qui est hyper agréable, parce que c'est vrai qu'au palais, quand on croise les confrères, tout le monde est là pour plaider un peu son dossier, donc c'est pas la même... Ouais, là on va se partager aussi d'où stress. Parfois moi je parle avec des consoeurs qui me disent j'en ai marre, je suis à cran et tout, je dis moi aussi, du coup je me sens moins seule. C'est ça, quand on va plaider un dossier au palais, on va pas dire aux confrères oh là, moi je suis stressée ce matin. On peut pas faire ça. Ah, non. Donc voilà, c'est vrai que c'est agréable parce que le métier d'avocat c'est un métier beaucoup de paraître, et c'est agréable d'être soi-même et de dire comment les choses se passent. C'est pas shoot, c'est la vraie vie, hein. C'est ça. Bah heureusement. Mais on aurait un mur en bois avec nos noms. C'est ce que j'allais dire. Il faudrait repenser la déco de votre cabinet parce que là il y a quelque chose à faire. Ah oui. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.